Ça marche. OK. Allez, 1 minute, puis on commence. On est prêt à commencer? Oui, on va commencer. Donc, merci à Claude et à Olivier qui ont accepté aujourd'hui, je dirais, d'animer cette conférence. Ce sont des conférences qu'on fait dans le cadre, je dirais, d'un module chez nous qui s'appelle séminaire métier pour les masters spécialisés de saisie. Très rapidement, sur le CESI à Rouen, aujourd'hui, on a une centaine de mastériens et puis on ouvre ces conférences au grand public et puis à tous les autres centres, s'ils le souhaitent. Cette conférence, donc, on fait plusieurs thèmes dans l'année, à une fréquence à peu près de une par mois. C'est la première de l'année, donc 2023, qui se fera aujourd'hui. Elle se fera autour, je dirais, du master management par projet. Et ce master-là, donc, il a été créé il y a un certain nombre d'années aujourd'hui, il y a une quinzaine d'années, je crois, si ce n'est pas plus. Donc, il a été lancé sur le site de Lyon. Et à cette époque-là, donc, Claude a participé à la conception et à la création de ce master. Il y avait 3 personnes du Québec. Donc, il y avait Gilles Lalonde et Philippe Dancos et Claude. Si j'ai oublié personne, Claude? Oh, c'est bien. Voilà, qui intervient toujours chez nous. Et puis, depuis l'année dernière, donc, il y a Olivier qui a rejoint l'équipe pédagogique, donc, qui intervient sur des modules plutôt stratégie. Voilà, donc, de toute façon, vous allez découvrir aujourd'hui leurs conférences, découvrir les sujets ou les thèmes qu'ils traitent. Et bien sûr, je vous invite par la suite à aller sur leur page LinkedIn. Vous allez trouver énormément d'informations. Voilà. Et puis, bien sûr, si vous voulez les contacter ou autre, soit vous avez le contact direct, soit vous sollicitez, je vous donne leur adresse email. Voilà, donc moi j'ai terminé, je vais laisser la parole, je vous donne la parole pour vous présenter, donc je donne la parole, allez, à Claude et puis après à Olivier pour se présenter très rapidement. Oui, parfait. Ça fait que moi, je vais commencer par partager quand même le document, puis je vais me présenter très succinctement. Et Olivier va faire la même chose. Hein. Ça fait que je vais vous partager mon écran maintenant. Oui, je rappelle juste très rapidement, voilà, si tout le monde peut couper la caméra pendant la présentation pour que ça soit fluide. Ouais. Sauf bien sûr ceux qui présentent. C'est beau, mais c'est correct aussi. C'est parce que c'est toujours mon inquiétude avec Teams, là, la fluidité. OK, vous m'entendez bien? Ça va? Oui, très bien. OK, parfait. OK, ça fait que on va commencer. Bien simplement, ben moi, je pense que pas mal beaucoup de personnes qui sont là à la conférence aujourd'hui me connaissent depuis un bon bout de temps quand même. Je ne m'attarderai pas trop là-dessus. Je vais dire la même chose que Farid. À la fin de la présentation, il y a nos liens LinkedIn. Allez sur LinkedIn. Hein, je suis ingénieur, j'ai un MBA, toutes ces choses-là. C'est bien le fun, là, mais c'est pas ça qui fait qu'on devient d'excellents gestionnaires de projet. Hein. Et donc, moi, je vous invite à le voir tout simplement. Je navigue dans l'agilité organisationnelle. C'est pour ça que je vais vous parler de cet aspect-là aujourd'hui. Et vous irez voir mon LinkedIn, puis je vous invite à vous aligner ou à networker avec moi parce que je partage beaucoup de choses. Okay. Fait que, à toi, Olivier. Merci Claude. Bonjour à tous. Et donc moi, je suis consultant formateur en management et ça fait une vingtaine d'années que je me suis spécialisé sur la question de l'intelligence collective, de l'excellence décisionnelle et puis aussi des liens entre l'intelligence collective et l'intelligence artificielle. Voilà le résumé du LinkedIn.
Donc, c'est ça le résumé de nos deux grandes vies. Olivier et moi, on se connaît depuis le début des années 2000, lorsqu'il est venu s'établir au Canada. Ça veut dire qu'Olivier est à la fois canadien et français, hein. Ça veut dire et actuellement, il est sur Paris. Nous, on est sur Montréal. Et lorsqu'il vient faire un petit tour dans son deuxième chez nous, ben, on se voit assez souvent. Et donc, le but de la conférence aujourd'hui, ça couvre l'ensemble de notre grande œuvre, hein, si j'ose dire ça, hein. Donc, on va parler de biais cognitifs, on va parler d'agilité et aussi d'excellence décisionnelle dans un monde qui est en changement constant. Et le sujet qu'on veut vraiment toucher aujourd'hui, c'est l'impact négatif des biais cognitifs sur notre agilité et l'excellence de nos décisions. Et comment on peut utiliser l'intelligence collective pour pouvoir, contrecarrer à cet impact négatif-là. Hein? Fait qu'on va vous présenter quelque chose, on va vous montrer tout simplement qu'est-ce qu'on va vous présenter. Hein? Première diapositive. On va commencer en parlant des biais cognitifs. Ce serait que tout le monde a la même définition de cette chose-là, puis comprenne bien les impacts négatifs des biais cognitifs dans certaines occasions. Après ça, ben moi, je vais aller de l'avant avec la question de l'agilité organisationnelle, ses enjeux collectifs et l'impact négatif des biais cognitifs si on ne fait pas attention. À partir de là, je vais laisser la parole à Olivier qui va vous présenter de la boîte à outils pour nous permettre de prendre de très bonnes décisions. Hein, dans un contexte d'agilité, dans un contexte de très grande complexité. On va conclure en vous parlant de notre ami Confucius, hein, qui a des choses à nous dire là-dessus, c'est entre autres. Hein. Et aussi, on va vous parler un petit peu de ChatGPT parce que dans le sujet de l'heure. Mais qu'est-ce qu'il y a à voir dans tout ça du ChatGPT? Donc, on va en parler un petit peu. On va parler un petit peu d'intelligence artificielle. Et après ça, on va s'en aller en plénière avec vous. Nous, on en a pour à peu près, on s'est chronométré là, une quarantaine de minutes, 45 minutes. Il va y avoir des sondages en cours de route. Il va y avoir une petite vidéo en cours de route aussi. Et à la fin, ben, on va prendre le temps avec vous pour répondre à vos questions puis échanger. Ça vous va? Ça vous va? OK. OK, on y va. OK, on y va. Fait que tu as la parole, là, Olivier. Merci. On m'entend bien? Tout va bien? Très bien. Parfait, super. Alors, les biais cognitifs, ça ressemble un petit peu à un miroir déformant dans lequel un petit chaton se regarde et voit un lion puissant. Voici le codex des 188 biais cognitifs, 188 façons de planter une décision. Un biais cognitif se produit quand notre cerveau simplifie la réalité, fait des raccourcis pour décider vite et agir vite. Alors, on n'a pas le temps, là, aujourd'hui, en 45 minutes, de passer en revue les 188 biais cognitifs, mais pour ceux qui sont curieux, comme vous aurez le PDF de cette présentation, il y a un petit lien en bas de l'écran sur lequel vous pourrez trouver le PDF de 35 pages avec les 188 définitions des biais cognitifs. En fait, il y en a un peu plus maintenant. Mais quand même, on va en aborder quelques-uns. On ne peut pas vous laisser totalement voilà, sur votre faim. Donc, un des biais cognitifs, par exemple, c'est le biais de l'excès de confiance. Imaginez, on est, on est un expert du climat, on va à la COP 26 ou à la COP 27, on sort en pleurant, mais on lève le bras au ciel et on dit la prochaine COP sera la bonne. On a aussi l'inverse du biais de l'excès de confiance, le biais de négativité qui consiste dans une réunion à accorder plus de valeur, plus d'importance aux informations négatives qu'aux informations positives. On a également le biais des coûts irrécupérables qui consiste à s'intéresser aux coûts passés au lieu de s'intéresser aux coûts futurs. Imaginez, vous êtes dans un projet qui a commencé il y a 2 ans, qui a coûté 2 millions d'euros. Et il y a une réunion pour se dire, est-ce qu'on continue le projet ou est-ce qu'on l'arrête? Si on avait une pensée rationnelle, eh bien, on devrait s'intéresser aux coûts futurs. Combien ça va encore nous coûter? Combien de temps ça va durer? Est-ce qu'on a les talents? Est-ce que ça répond toujours aux besoins du client? Mais quelqu'un risque de lever la main et de dire, ouais, mais si on arrête le projet maintenant, on aura perdu 2 millions et on aura perdu 2 ans. Et il est en train de vous parler des coûts irrécupérables, les coûts passés. On ne peut pas récupérer les 2 ans, on ne peut pas récupérer les 2 millions. Et cette prise de parole risque de conduire au fait de dire, bon, bah, alors ok, alors on va continuer le projet.
peut-être qu'il aurait fallu l'arrêter. Et peut-être que dans un an, après avoir dépensé 1 million supplémentaire, on va se rendre compte qu'il fallait l'arrêter. On appelle ça aussi le syndrome de la guerre du Vietnam, quand les conseillers militaires sont venus voir le président américain en lui disant « Monsieur le Président, il faut arrêter cette guerre immédiatement, nous allons la perdre ». Et le président américain a répondu « Mais vous n'y songez pas, si nous arrêtons la guerre maintenant, 5 000 soldats seront morts en vain. » Et à la fin de la guerre, c'était 58 000. Donc, pour atteindre l'excellence décisionnelle étant l'opposé de l'excellence opérationnelle, l'excellence opérationnelle, il faut courir vite, et l'excellence décisionnelle, il faut courir dans la bonne direction. Enfin, ce n'est pas l'opposé, mais c'est ce qui devrait précéder. Donc, pour atteindre l'excellence décisionnelle, c'est-à-dire courir dans la bonne direction, être plus agile, on doit affronter 2 défis. Le premier, c'est la tour d'ivoire, qui résulte du paradigme taylorien. Vous savez, c'est le chef qui pense au sommet de la pyramide et les collaborateurs qui exécutent. Et quand on prend une décision au sommet de sa pyramide, sans forcément voir toute la réalité du terrain, eh bien, on voit un bout de la réalité. C'est pour ça qu'on appelle ça une tour d'ivoire. Et le deuxième défi, eh bien, c'est que les 188 biais cognitifs déforment ce bout de la réalité et nous poussent potentiellement à des décisions irrationnelles. Alors, Claude, je te laisse. Parfait. Bien, pour continuer, en fin de compte, pour paraphraser un peu ce que Olivier nous a dit, un petit résumé. Il faut comprendre, les biais cognitifs, on en a beaucoup. Même, j'en ai trouvé un 189e qui s'appelait le biais cognitif d'Olivier Zara. Hein? On en a tous, de toute façon. Puis c'est des raccourcis de pensée. Souvent, sont spontanés, puis on le fait de façon inconsciente, très souvent de façon inconsciente. Il faut comprendre que c'est utile, dans certains contextes. C'est de ça qu'on va discuter un petit peu plus tard. Dans certains contextes, c'est utile de prendre des raccourcis, hein, lorsqu'on a assez d'informations pour les prendre, entre autres. Là. Mais parfois, lorsqu'on fait face à une nouvelle situation qu'on ne connaît pas, si on ne peut pas utiliser notre propre expérience, c'est un peu nouveau, c'est quelque chose de complètement différent qu'on n'a jamais vu. Puis là, maintenant, on va faire un comparatif. Ah ben, ça ressemble beaucoup à ce que j'ai fait. Puis ça marchait dans le passé, puis ça devrait marcher dans le futur. Donc, on va mal interpréter les choses parce qu'on manque d'informations. Puis, on va décider. Hein, on va décider d'appliquer une technique peut-être qui ne marche pas maintenant dans ce contexte-là. Et l'effet à la fin, c'est que tout simplement, on va rater notre coup. On va tout simplement avoir pris une mauvaise décision, avoir pris une mauvaise direction, puis on va tout simplement pas avoir les résultats anticipés. Okay? Donc, le mécanisme d'un biais cognitif, toujours le même, hein, c'est tout simplement trop plein d'informations. À un moment donné, ben, il y a beaucoup de choses. Les big data, on nous parle beaucoup du big data aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec ça? On essaye de filtrer tout ce qu'on peut, puis on essaie d'avoir, en fin de compte, de conclure certaines choses par rapport aux informations qu'on a. Et aussi par rapport aux informations qu'on n'a pas. Hein, c'est là que ça devient problématique. Parce que si on prend des décisions, on filtre des choses alentour de nous, puis on essaie de comprendre ce qui se passe, basé sur une expérience qui n'existe pas, ou basé sur des réflexes qui ne sont pas pertinents, bien là, ça ne s'arrangera pas. Donc, on va tout simplement s'encombrer, selon nous, du strict nécessaire pour prendre une décision. Dans le passé, ça marchait. Pourquoi ça ne marcherait pas dans le futur? Donc, on va agir très, très, très vite pour ne pas rater son tour, parce que des fois, bien, regarde, je veux prendre le marché avant quelqu'un d'autre, puis des fois, je décide de prendre le marché sans comprendre les relations cause et effet dans un nouveau marché. Hein. On va parler d'agilité tantôt. L'agilité, hein, c'est de te confronter à ton contexte en changement permanent. Okay? Donc, quelque part, il y a un changement, je ne l'ai pas compris, puis j'ai décidé d'agir le plus vite possible parce que je veux être là avant mes compétiteurs. Bien là, quelque part, c'est un peu confus, puis on remplit les trous, puis le résultat ne sera pas vraiment fameux. Qu'est-ce qu'on va faire tout simplement maintenant, c'est qu'on va faire un petit sondage. Avec que je te laisse prendre le contrôle de ça, Olivier. Alors, donc, le premier sondage qu'on vous propose, ça consiste à répondre à cette question. Aux États-Unis, on estime que seulement 14,5% des hommes ont cet attribut. Cependant, près de 60% des PDG des entreprises Fortune 500 l'ont. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le fait d'avoir un diplôme universitaire? Est-ce que c'est le fait de mesurer plus d'1,80 m? Ou est-ce que c'est d'avoir un quotient intellectuel supérieur à 130? Donc, qu'est-ce qui fait
alors, vous avez dans la partie conversation, je viens de vous mettre un lien. Donc, s'il vous plaît, alors ceux qui sont dans la salle, tout en collectif, il faut qu'il y en ait un qui réponde pour tout le monde, ou à moins que vous puissiez vous connecter sur vos ordinateurs. Donc, s'il vous plaît, allez dans conversation, cliquez sur le sondage que je viens de mettre dans le chat et répondez. Est-ce que ce pourcentage-là des hommes qui ont cet attribut, 14%, mais il y en a 60% qui sont des PDG, est-ce que cet attribut, c'est d'être très intelligent, d'avoir un diplôme universitaire ou de faire plus d'1 m 80? Alors, on vous laisse 1 minute pour réfléchir et répondre à la question. Sur le lien qui a été présenté, qui a été proposé. Ouais. Là. OK. J'ai 37 réponses. Il y a 42. Ah non, il faut répondre dans le... Non, parce on va avoir un camembert là, donc je ne peux pas prendre les réponses dans le chat. Il faut cliquer sur le lien avec le sondage. OK. Bon, alors, ça y est, je vais vous mettre les résultats maintenant. Alors, on va avoir 3 autres sondages. Donc, pour ceux qui l'ont fait dans le chat, je vous mets les réponses. Donc, les réponses que nous avons, c'est 33% pensent qu'il faut avoir un quotient intellectuel supérieur à 130, 28% pensent qu'il faut détenir un diplôme universitaire et 38% pensent qu'il faut mesurer plus d'1 m 80. Donc, il y a à peu près un tiers, un tiers et un tiers. Claude, à toi l'honneur. Ben, apparemment, c'est en Amérique du Nord, en tout cas. C'est peut-être pas la même chose en France, je ne sais pas, mais en Amérique du Nord, d'après les études, c'est que si tu es un mâle blanc puis tu mesures plus que, qu'un mètre et 80, tu as des très bonnes chances de devenir un PDG. C'est un peu l'idée. Ça fait que ça, c'est l'exemple de biais cognitif. Lorsqu'on discute de ça avec les gens, puis ils disent que non, ça n'a aucun sens, mais pourtant, c'est ça qui se passe. Donc, c'est inconscient, mais inconsciemment. Regardez les présidents des États-Unis. Euh, notre ami Trump était très grand, plus grand que la moyenne. Hein, et la même chose avec Biden. Puis dans les grandes entreprises, 60% des PDG ont 1,80 m et plus. Fait que c'est ça la réponse. C'est ça un biais cognitif, inconscient peut-être. Deuxième question. Ah, ben, c'est ça. Deuxième question. Tu peux y aller, Olivier. Deuxième question. Attendez, hop, Ça va être un autre lien pour la deuxième question. voilà. Attendez une seconde, j'ai un problème de copier-coller. Ok. Voilà, donc je viens de publier le deuxième sondage. Alors, donc dans le chat, vous avez le lien vers le deuxième sondage. Un biais cognitif associé au français. Selon vous, lequel des biais cognitifs suivants est généralement associé à la culture française par les Nord-Américains et même par de très nombreux Français? Est-ce que c'est le biais des coûts irrécupérables que je viens de vous présenter? Donc de se centrer vers les coûts passés au lieu des coûts futurs? Est-ce que c'est le biais de statu quo, une sorte de méfiance vis-à-vis de la nouveauté, vaut mieux laisser les choses comme elles sont, pas prendre trop de risques? Ou est-ce que c'est le biais d'autorité, c'est-à-dire accorder plus de valeur aux idées du chef qu'aux idées des collaborateurs? Je laisse 1 minute pour répondre.
On est à 39 réponses. Encore 5 secondes pour répondre. Allez, il faut choisir, et choisir, c'est renoncer. OK. Allez, alors je vous publie dans le chat le camembert, en toute transparence, comme ça on ne peut pas dire qu'il y a de la tricherie. Donc nous avons un pourcentage de 4% qui pensent que c'est le biais des coûts irrécupérables. Nous avons 30% sur le biais d'autorité et 65%, les 2 tiers d'entre vous pensent que c'est le biais de statu quo. Claude. OK. Intéressant. Ben, c'est sûr que c'est le biais de. Ben, le 38%, c'est le biais de statu quo, tu me dis, le biais d'autorité? Ah, en fait, les 2 tiers pensent que c'est le statu quo, la bonne réponse. Le statu quo, puis pour biais d'autorité, c'est Biais combien? d'autorité, seulement 1 tiers. Un Un tiers tiers. pense que c'est le biais OK, d'autorité. bon, parfait. Ben, nous, donc, il y a un tiers d'entre vous qui ont un biais cognitif contre les Nord-Américains parce qu'ils pensent que les Nord-Américains pensent que les Français ont un biais d'autorité. Mais vous avez raison. C'est ce qu'on pense. C'est ce qu'on pense. Et, euh, et moi, j'ai coutume de dire dans mes formations à mes étudiants, peut-être qu'il y a certains de mes étudiants qui ont compris ça, hein, puis qui ont répondu ça, hein, parce que ça a l'air qu'en Amérique du Nord, ils ont une vision, un biais ou un préjugé par rapport aux Français. Parce que souvent, dans mes formations, je dis à mes étudiants, vous savez, l'Hydro-Québec, on considère, donc, une grande entreprise québécoise qui fait pour plus de 2 milliards de projets hydroélectriques par année. C'est une immense machine. Malgré tout ça, elle a certaines difficultés. Puis nous, ce qu'on dit, en fin de compte, c'est que l'Hydro-Québec, c'est la plus française des entreprises québécoises. Et lorsqu'on parle de ça, en fin de compte, c'est pas nécessairement, c'est un préjugé négatif. C'est tout simplement, on la trouve que c'est la plus française parce qu'on trouve que c'est toujours compliqué, que c'est très hiérarchisé, c'est toujours des décisions du haut vers le bas, avec les résultats qu'on voit que pas nécessairement extraordinaires. Fait que, donc, c'est ça notre biais cognitif par rapport aux Français, c'est que c'est l'autorité. Lorsque le chef parle, tout le monde se tait, hein. Remarquez bien, c'est ce qui se passe chez nous aussi. Puis aussi, juste pour revenir sur quelque chose que mon épouse disait, mon épouse donne des formations sur les différentes cultures. Puis là, il y a des études sur différentes cultures. Puis là, elle disait, lorsqu'on lit, par exemple, comme les Américains pensent ça des Français, les Français pensent ça des Brésiliens, mais en réalité, lorsqu'on lit, en fin de compte, les sondages sur ce que les gens pensent des autres, on en apprend bien plus sur les gens qui répondent au sondage que l'objet du sondage. Donc, vous venez d'apprendre quelque chose sur les Nord-Américains. Fait que, merci beaucoup. Hein. On va revenir un petit peu avec d'autres petits sondages. Donc là, on est prêt à parler de l'agilité organisationnelle, de ses enjeux collectifs, puis les biais cognitifs dans tout ça, qu'est-ce que ça fait? OK? On est prêt à continuer? Ça va? Ça va? Oui. Ça me prend juste une personne pour me le dire, hein, parce que C'est moi, je veux parti, juste. ouais, vas-y. C'est Ouais, y a parti. pas de OK. souci. Bon. Vas-y. Bon, le monde actuel auquel nous voulons croire, regardez, c'est très important, auquel nous voulons croire, hein. D'ailleurs, on voit des images comme ça dans les, euh, dans les bureaux ou dans les départements de ressources humaines dans les entreprises. On a une image comme ça avec des gens qui rament, hein, sur un lac tranquille. Puis là, il y a quelqu'un qui leur dit quoi faire parce qu'ils ont le dos tourné à l'objectif, d'après moi, là. Mais la vie est belle, c'est business as usual. On parle d'un monde, en fin de compte, on parle de quelque chose qui est stable, qui est certain, qui est simple, puis qui est clair, hein. Ça, c'est l'environnement socio-économique idéal. C'est ce à quoi tout le monde rêve actuellement, ce à quoi tout dictateur rêve. Je vais te dire quoi faire, là, puis c'est ça que tu fais. OK? Et donc, on pense qu'on vit dans un lac tranquille. Puis d'ailleurs, lorsqu'on va dans les départements de ressources humaines, lorsqu'on voit cette image-là, c'est marqué en bas Teamwork. Est-ce que c'est vraiment du teamwork ou on fait ce qu'on nous demande de faire? OK? C'est un peu différent. Et donc, pour ceux qui ont peut-être vu les derniers Jeux olympiques, en tout cas d'été à Rio, ceux qui ont eu lieu à Rio, et il y avait le bassin central comme ça où les gens faisaient des compétitions pour l'aviron. Et le bassin central, il y avait du vent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, aussitôt qu'il y avait une seule personne qui avait un problème avec son aviron, donc qui n'était pas en synchronicité avec les autres,
Ben, le canot arrêtait complètement, hein. Parce qu'en fin de compte, ça marche. En fin de compte, tout le monde ensemble, tout le monde rentre de la même façon, dans la même direction. Ça marche dans un environnement qui n'est pas en changement. Fait que ça, c'est la vie est belle et c'est le rêve de tout dictateur. Regarde, c'est pas compliqué. On va faire ce que je lui demande de faire, puis je comprends tout. Je comprends tout. C'est le monde de la certitude, le monde de la permanence. Ben là, tout simplement, ce monde-là a changé. Ça fait longtemps qu'il a changé, hein, mais il y en a qui s'en sont pas encore rendus compte. C'est le monde normal a changé vers une nouvelle normale qu'on appelle aujourd'hui un monde VICA. OK? Fait que je vais vous expliquer un petit peu le VICA. Ceux qui ont pris les formations avec moi, vous le savez très bien. Donc, je vais faire un petit sondage à la fin de ma présentation sur le VICA. Je vous demande à mes étudiants de ne pas répondre au sondage parce que je vous en ai parlé devant. Donc, je m'adresse aux personnes à qui n'ont pas, qui ont pas eu d'interaction avec moi ou de formation avec moi. OK? Donc, la nouvelle normale, hein, ça ressemble à ça. On n'est pas dans un lac tranquille, on est dans les eaux blanches, hein, puis il n'y a personne qui attend après moi pour dire quand est-ce que je vais mettre la rame à l'eau. C'est chacun a des rôles, des responsabilités, chacun a une position là-dedans, puis chacun essaie de faire son possible, OK, pour gérer sa partie de la rivière. Puis en cours de route, on va s'entraider, hein, on va s'entraider. Ça fait que c'est un peu la nouvelle normale, un monde, en fin de compte, qui est en changement permanent, puis il faut qu'on s'ajuste au fur et à mesure qu'on descend, aller dans la bonne direction, comme disait Olivier. Aller vite, parce que ça va vite, mais il faut rester dans la bonne direction. Si on ne veut pas chavirer, si on ne veut pas se noyer. Fait que ça, c'est l'environnement socio-économique qui existe maintenant. C'est celui-là qui existe maintenant dans toutes les parties du monde. OK? Et on appelle cet environnement-là, on a trouvé un acronyme pour tout ça, un acronyme, le VICA, en anglais le VUCA. Donc, volatile, incertain, complexe, ambigu. Ou en anglais, volatile, uncertain, complex and ambiguous. Et il y a des milliers et des milliers de pages écrites là-dessus, hein. Et normalement, si vous prenez une formation, OK, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai entendu un lien. Si vous prenez une formation avec, moi, je donne une formation pour l'Institut de leadership, par exemple, puis les résultats qu'on va avoir du sondage, c'est les mêmes que j'ai là-bas, qui est l'Institut de leadership. Un certificat en stratégie d'entreprise, bien, normalement, on devrait parler de notre environnement en changement permanent. Et moi, je n'ai pas inventé ça, le VICA, hein. Ça fait longtemps que ça existe, hein. Donc, il y a un ensemble d'événements qui ont commencé, qui ont débuté, d'après moi, et d'après beaucoup d'auteurs qui parlent de ça, c'est avec la première crise du pétrole, puis les premiers signes de changement climatique, OK, moi, je me rappelle d'un article qui a été écrit en décembre 1976 où le National Geographic nous annonçait qu'on allait avoir des problèmes sérieux. Et d'ailleurs, le premier article que j'ai écrit qui a été publié en 1979, c'est sur le changement climatique, hein, pour un magazine de la Défense nationale. Guerre ou paix, le climat comme facteur décisif. Ça s'appelait comme ça. J'enverrai une copie aux gens qui sont intéressés, hein. C'était naïf, mais ça parlait de la difficulté de faire ça. Donc, ça a commencé avec ça. Puis, il y a eu beaucoup, beaucoup de changements, hein, en fin de compte. Réarrangement des pouvoirs économiques. Suite à la crise du pétrole, les gens se sont aperçus, ben, écoute, le pétrole, il est à moi, il n'est pas à toi. Donc, à partir de là, beaucoup plus de compétition, beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus de changements. Donc, les fenêtres d'opportunités de plus en plus petites, le time to market de plus en plus rapide. En plus, ben là, l'informatique s'y est mise. Les premiers ordinateurs personnels, IBM, puis après ça, les clones ont suivi l'année d'après, en 1982. L'émergence du World Wide Web en 1989. Tout ça, en fin de compte, ça a amené, entre autres, c'est non seulement une explosion technologique à cause de la compétition qui s'est accrue au niveau mondial, mais aussi au niveau de la capacité, en fin de compte, d'échanger de l'information. Donc, explosion du commerce mondial, des ressources critiques de plus en plus limitées, hein, parce que là, tout le monde piche. Et là, juste je me suis amusé avec ça, mais c'est quand même des événements importants. Mais Greta Thunberg a arrêté d'aller à l'école le vendredi en 2018 en nous disant réveillez-vous, réveillez-vous. Et en mars 2022, c'est quelque temps après son 100e anniversaire, le grand philosophe et systémiste français, Edgar Morin, a écrit un opuscule qui s'adressait à nous tous, il dit réveillons-nous, hein. Tout simplement, ce que j'essaie de vous démontrer, c'est que ça fait longtemps que ça bouge. Et la grande majorité d'entre vous qui êtes nés après 1975, vous vivez dans un environnement en changement permanent. Les bébés boomers comme moi, les baby boomers comme moi, c'est moins évident. Et au bout de la ligne, beaucoup de personnes, des baby boomers, des plus vieux X, c'est des gens, en fin de compte, qui suivent le train du pouvoir actuel, qui est toujours aux mains des baby boomers, peuvent faire croire que c'est business as usual. Okay? Mais on vit aujourd'hui dans un monde très, très complexe. Fait que là, c'est une troisième partie du sondage. Je te laisse aller, Olivier.
Oui, donc j'ai mis dans le chat, comme d'habitude, la partie conversation, le lien vers ce nouveau sondage. Est-ce que c'est la première fois que vous entendez parler de l'acronyme VICA? Réponse Et, simple, oui, j'en ai entendu parler, ou non. ok. Et je ne veux pas que mes étudiants répondent, hein, parce que je veux pas. Parce que je sais que vous avez entendu parler. Hmm. J'ai 20 réponses, pas plus. Je peux pas croire on est combien dans la salle 70? Donc, il y a eu Ouais, 50 bon, de le mes. maximum que j'ai eu, c'est 45. Donc, OK, mais après, il donc, y en a qui sont dans une pièce ensemble, dans une salle de cours ensemble. Donc, je pense qu'ils doivent se battre pour dire non, c'est pas ça la bonne réponse. c'est ça. C'est bon. Bon, alors écoute, là, ouais, on est à 25. En gros, la tendance qui se dégage, c'est que il y en a. Ah oui, parce qu'il y a tes étudiants n'ont pas le droit. Donc, en fait, on est à 60-40. Donc, 60% en ont entendu parler, 40% n'en ont jamais entendu parler. Oh, c'est extraordinaire. Donc, ça s'améliore. Ça s'améliore. Hein. Pour le 40 vous êtes maintenant que vous avez déjà entendu parler. Donc, on a 100 des personnes dans la salle qui n'ont entendu parler. Mais les dernières fois, j'ai donné des formations, comme vous dites, à l'Institut de leadership, où je passe le 12e professeur à l'Institut sur un certificat sur la stratégie d'entreprise. Et lorsque je pose cette question-là, de 70 à 90 des gens, même en prenant un cours sur la stratégie, n'ont jamais entendu parler de ça. J'ai fait des conférences aussi euh, euh, au Project Management Institute, des conférences à Agile Tour, à Montréal, à Agile Tour aussi à Toulouse, entre autres. Et au bout de la ligne, la réponse entre 70 et 90 c'est encore aujourd'hui, en 2023, n'ont jamais entendu parler de ça. Et c'est incroyable. Parce que lorsqu'on demande aux gens pourquoi qu'on fait de l'agilité aujourd'hui, parce qu'on parle beaucoup, là, vous avez beaucoup entendu parler de l'agilité, là. Ça fait en passant 50 ans qu'on parle de ça. Là. Ça fait pas, ça n'a pas commencé au début de l'an 2000. Ça fait 50 ans qu'on parle de ça. Là. Hein? Puis il y en a qui disent ah, je ne connais pas grand-chose de tout ça. On en a entendu parler. Mais quand je demande aux gens pourquoi vous faites de l'agilité, ah, c'est pour aller plus vite. Mais non, l'agilité, ce n'est pas pour aller plus vite. L'agilité existe à cause du VICA. L'agilité me permet d'aller plus vite, comme disait tantôt au début Olivier, d'aller plus vite dans la bonne direction. OK? Donc, qu'est-ce que c'est que l'agilité? C'est tout simplement, l'agilité, c'est une réponse au VICA. Hein? C'est une réponse au VICA. Donc, l'agilité organisationnelle, moi, je l'ai appelée Transform Agilité parce qu'il y a 50 définitions. Donc, disons que c'est ma définition ici pour l'agilité organisationnelle. C'est la capacité et l'habilité d'une organisation à collectivement se transformer, innover et s'adapter rapidement et en continu. Pourquoi? En réponse à un environnement en changement permanent. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas juste un VICA, dépendamment de votre entreprise, dépendamment, en fin de compte, si c'est une entreprise qui est réglementée ou non, ou elle travaille, en fin de compte, en innovation constante en haute technologie, bien, leur environnement d'affaires va être différent. Mais plus l'environnement d'affaires, en fin de compte, est volatile, incertain, complexe et ambigu, plus, en fin de compte, tu n'as pas le choix de t'ajuster un cours de route. Hein. Tu n'as pas le choix, en fin de compte, d'agir ensemble. D'agir ensemble pour aller dans la bonne direction. Et pourquoi? Ben, parce que si tu ne fais pas ça, ben, tu ne dureras pas. Hein? Pourquoi? C'est pour être capable de prospérer. Pour être capable, en fin de compte, de vivre nos valeurs ensemble. Hein? Le mot ensemble est très important. Et il y a des processus pour faire ça, puis des processus qui sont tirés de la systémique. Donc, c'est des processus en boucle. Donc, le processus de gouvernance agile, ou j'appellerais de stratégie agile, hein, ou de co-développement agile, si on veut le faire ensemble. C'est un processus qui dit, bon, parfait, avant de faire quoi que ce soit, on va prendre le temps d'observer. Pas seul, pas moi tout seul, l'ensemble des gens qui ont à faire face à un environnement. Ce n'est pas juste le dirigeant qui a à faire face à un environnement, c'est l'ensemble de l'organisation, l'ensemble des partenaires, hein, les clients aussi, toujours dans le même environnement, on espère. Donc, il faut être capable d'observer, de s'orienter dans la bonne direction. À partir de là, d'essayer de découvrir comment ça fonctionne. En agilité, ils appellent ça fail early. Donc, c'est essaye de découvrir pendant que ça ne te coûte pas trop cher. Puis une fois que tu vas avoir compris comment ça marche, bien là, tu vas agir ensemble. Puis là, le deuxième élément, fail early, apprends comment ça fonctionne. Est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que puis je sais quelque chose que mes compétiteurs ne savent pas? Donc, le deuxième, après fail early, ça va être scale fast.
scale fast. Donc, je vais y aller le plus vite possible, tout en m'assurant qu'en cours de route, il y a ce qu'il appelle, en fin de compte, l'excellence opérationnelle. Donc, l'excellence, disons, décisionnelle est au niveau de la boucle OODA. Tu sais, on va observer, on va s'orienter, on va s'assurer qu'on est dans la bonne direction et on va prendre la bonne décision. Et l'excellence opérationnelle, après ça, on va faire la boucle de Deming, tout simplement. Plan, do, check, adapt. Plan, do, check, adapt, en fin de compte. Et à la fin de chaque petit morceau, on va revenir. Ceux qui ont pris des formations avec moi ou des formations sur l'agilité, on fait un sprint à la fin, on fait une rétrospective. On n'attend pas la fin du projet pour s'améliorer. On va s'améliorer en cours de route et on va surtout s'assurer qu'on est toujours dans la bonne direction parce que tout change autour de nous. C'est comme vous promenez en voilier, OK? C'est avec juste une voile, vous n'avez pas de moteur. Vous promenez en voilier, c'est dans les Caraïbes pour faire un voyage de 3 semaines. Hein? Il va falloir que vous ajustez tous les jours. Hein? Vous avez le droit d'avoir des escales. Vous avez le droit de dire, je vais être sur cette telle île, OK, dans 3 jours, dans une autre île, 5 jours, puis je vais passer 2 jours là, puis après ça, je vais continuer. Vous avez le droit d'avoir des escales, vous avez le droit d'avoir des objectifs, mais vous ne savez pas comment ça va se passer au jour le jour. Vous allez vous adapter au vent. Hein, et à la température, parce que ça, vous ne le contrôlez pas. Donc, on va savoir agir ensemble, savoir être ensemble et pouvoir faire ensemble. Okay? Donc, le mot ensemble est très important. C'est quoi l'impact de la prise de décision dans un environnement VICA lorsque on y va avec des raccourcis, on prend des raccourcis? On va décider en partant, on ne fait pas le tour. Donc, c'est certain, dans un environnement VICA, moi tout seul, je ne vois pas tout, c'est certain. Donc, on dit maintenant, un des attributs des leaders dans les entreprises, des leaders agiles, bien, de toute façon, aujourd'hui, si tu n'es pas agile, tu ne peux pas être un leader parce que tu ne peux pas amener les gens dans la bonne direction. Un des attributs, c'est un attribut des leaders agiles sont très humbles. Donc, ils reconnaissent qu'ils ne savent pas tout. Et ils reconnaissent qu'ils ont besoin des autres, en fin de compte, pour en savoir un peu plus avant de prendre une décision. Donc, c'est sûr que si je ne vois pas tout, puis je décide, en fin de compte, de prendre une décision basée sur le passé. Donc, mon environnement a changé. Il y a des choses qui émergent, mais je ne sais pas, je ne regarde pas ce qui se passe. Puis, donc, je me base sur ma mémoire. Donc, je vais continuer à continuer, en fin de compte, dans mes décisions, à apporter des choses qui sont des erreurs maintenant parce qu'elles ne sont plus dans le bon contexte. Donc, je vais décider rapidement. Hein, puis, il y a des bonnes chances que ça soit nul. Il y a des entreprises qui ont des résultats extraordinaires. Hein, mais éventuellement, pour beaucoup de ces entreprises-là, elles sont chanceuses. Hein, ce n'est pas parce qu'ils ont pris la bonne décision. Ça s'est juste bien passé. Si vous allez sur LinkedIn aujourd'hui, hein, vous allez voir, en fin de compte, ce que j'ai présenté. Je parlais des entreprises, les 10 plus grandes entreprises au monde. Vous savez qu'en 2022, quelque part, ils ont eu un problème d'agilité parce que dans les 10 plus grandes entreprises au monde, Tesla a perdu 70 de sa valeur et Amazon a perdu 50 de sa valeur. Et Microsoft et Apple, qui est la firme numéro 1, ont perdu 30 de leur valeur. Ça fait qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans l'environnement, puis ils n'ont pas pu s'ajuster à temps. Okay? Donc, quelque part, ça va bien beau être le plus gros au monde. Là. Regardez, ne nous baissons pas dans nos illusions. Le monde est en train de changer, puis il n'attend pas après toi. Okay? En tout cas, je vous invite, j'enverrai le lien à Farid à la fin sur cet article-là, très intéressant. C'est la débandade en 2022 des plus grands au monde. Dans les 10 premiers, il y en a 7 qui ont une débandade extraordinaire. Ça fait qu'est-ce qu'ils vont rester premiers? Je ne sais pas, moi. Donc, qu'est-ce qui se passe avec un biais cognitif qui va faire qu'on n'avancera pas correctement dans un environnement qui est en changement permanent? Je vais juste prendre un petit échantillon aussi, puis le premier que j'ai en haut, c'est marqué « Nous sommes attirés par ce qui confirme nos propres convictions ». Donc, c'est le biais de confirmation. Hein? Et lorsqu'on voit quelque chose en face de nous puis qui ne confirme pas ce qu'on croyait, bien là, on a un problème de dissonance. Donc, on va essayer de revenir. Donc, on dit souvent, nous autres, nos croyances, nos convictions influencent notre jugement. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Et il y a une phrase qu'on dit souvent, qu'on dit « Je le croirai quand je le verrai ». Mais en réalité, hein, si je souffre du biais de confirmation, hein, ce n'est pas ça, en fin de compte, que je pense à l'intérieur. Je le verrai quand je le croirai. Donc, dans un contexte de VICA élevé, si tu ne vois pas, parce que tu ne regardes pas, ben, tu ne changeras pas tes croyances. Okay? Alors, on va être pas mal dans la merde. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui.
Hein, selon une étude qui a été faite en 2019, donc ça fait pas tellement longtemps, juste avant la COVID, ça fait que c'est peut-être pas mieux aujourd'hui, par un de mes confrères, qui s'appelle Marcel J.B. Tardif. Il a regardé l'ensemble des études sur l'agilité, dépendamment comment on la définit, là, mais c'est agir ensemble, aller dans la bonne direction. On est flexible, on est capable d'agir dans la bonne direction, donc on est capable de s'adapter. Mais selon ces études-là, il y a seulement 9 des études internationales, 9 des entreprises qui sont agiles. L'autre 91 est fragile. Donc, en fin de compte, 91 des organisations ne prennent pas les bonnes décisions. Parce qu'être agile, c'est d'aller dans la bonne direction. Hein, ça fait que c'est dans un environnement qui devient de plus en plus VUCA. Qu'est-ce qui va arriver avec ces entreprises-là? Qu'est-ce qui va arriver à notre société si on n'arrête pas de prendre les mauvaises décisions? Fait que là, il y a des livres qui parlent de ça. Un livre, en fin de compte, qui s'appelle Managing the Unexpected. Si vous allez sur Amazon, vous allez le trouver parce qu'il y en a juste un qui s'appelle comme ça. Puis là, je veux juste vous parler de la question, en fin de compte, de pourquoi que j'ai besoin des autres pour prendre des décisions. C'est un peu l'idée. Donc, ce livre-là, il disait à un moment donné, dans le livre, il dit, les entreprises hautement performantes, les entreprises sont capables, en fin de compte, de gérer la complexité, hein, en étant capables, OK, de gérer l'imprévisible. Et au début des années 2000, j'ai fait ma première conférence sur l'agilité pour l'École nationale d'administration publique du Québec. Okay? Et là-dedans, j'utilisais cette phrase-là. Je disais, regardez, les entreprises vraiment performantes, hein, sont capables de gérer la complexité, puis ils sont capables de le faire parce qu'ils sont capables de gérer l'imprévisible. Mais moi, c'est tout ce que je disais parce que je voulais juste parler de ça. Fait que là, ce que j'ai fait pour montrer, en fin de compte, c'était quoi l'imprévisible? Hein? Je voulais juste montrer aux gens un exemple d'imprévisible. Donc, je vais passer ce petit vidéo-là. Attendez, le son va peut-être être un peu fort, là. Mais donc, j'ai passé ce petit vidéo-là, puis je vais vous dire qu'est-ce qui s'est produit. Donc, je vais passer la vidéo pour montrer aux gens un exemple d'une situation imprévisible. Bon, moi, je ne vois pas vos écrans, là, mais est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont déjà vu ce petit vidéo-là? Juste lever la main, puis il y a quelqu'un qui me dira, Farid ou Olivier, là, s'il y a des gens qui ont levé la main, là. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont déjà vu ce petit vidéo-là? On me suit? Je dirais qu'on est à 4 ou 5 là pour l'instant. 4 ou 5. Donc, ces 4 ou 5 personnes-là, on s'entend que je ne leur ai rien montré. Et c'est ce qui s'est passé cette journée-là à l'École nationale d'administration publique. Lorsque j'ai montré ça, pour leur donner un exemple, regardez, c'est un exemple d'imprévisible, parce que, regarde, personne ne s'attendait à ce que le bébé sorte une caméra. Bien, il y en a 10 sur les 300 personnes qui étaient là qui ont levé la main. Ils disent, garde, tu nous racontes des histoires parce qu'on l'a déjà vu. Et c'est là que j'ai compris comment ça marchait. Comment ça marchait, gérer l'imprévisible. Je ne le comprenais pas avant. Hein? Hein? Puis, je vais vous référer, en fin de compte, à ce qu'il appelle La sagesse des foules, un livre qui a été écrit par James Surowiecki. Il dit, lorsqu'un groupe de personnes se réunit, les billets s'annulent et les savoirs s'accumulent. Donc, moi, en fin de compte, pour moi, c'est imprévisible, aussi quand je le vois pour la première fois, mais il y a 10 personnes qui l'ont déjà vu. Donc, face à l'imprévisible, comment puis-je régler l'imprévisible, gérer l'incertitude, gérer l'imprévisible, gérer la complexité? Ce qui est complexe, ce qui est imprévisible pour moi, ce qui est du jamais vu pour moi, il n'est peut-être pas pour quelqu'un d'autre. Donc, la réponse, en fin de compte, la solution, c'est aux biais cognitifs. Comment on peut réduire l'impact des biais cognitifs? C'est en se confrontant nos croyances à celles des autres. C'est en utilisant l'intelligence collective dans nos prises de décision. Fait que je laisse la parole à... Ah, juste un petit exemple rapide, parce qu'on va laisser la parole à Olivier là-dessus. On parle du fameux principe biais d'autorité. Peut-être qu'il y a juste un tiers des Français que vous croyez que les Américains pensent que c'est ça votre problématique. Mais moi, encore, peut-être que je nourrissais mon préjugé par rapport aux Français. Il y avait une de mes... Excusez-moi. Une de mes clientes que je coachais pour le management. Puis j'essayais de trouver un bon livre à lire. Puis j'ai trouvé ce livre-là, c'est sur la boîte à outils du manager, qui a été publié en 2021, je pense. 4e édition, et 51 fiches pratiques.
Donc, avant d'y envoyer, quand même, j'ai eu mon petit doute, vu que j'avais un préjugé contre les Français, hein, contre un préjugé basé sur le biais d'autorité. J'ai regardé ça, et sur les 51 fiches pratiques, j'en ai trouvé aucune. Aucune, en fin de compte, qui montrait une pratique où on utilisait le développement de l'intelligence collective. On va définir notre vision ensemble, on va faire les choses ensemble, on va penser ensemble, on va co-développer. Aucune de ces fiches-là ne parlait de co-développement, ne parlait de l'utilisation ou de faire face au savoir des autres avant de prendre une décision. Que ça, j'ai dit, bon, l'antidote, c'est quoi? L'antidote, ben, Olivier va vous en parler maintenant, parce que lui, il a écrit un livre qui s'appelle Le chef parle toujours en dernier. Je te laisse la parole maintenant, Olivier. Merci. Donc, je vais vous présenter la boîte à outils de l'agilité organisationnelle et de l'excellence décisionnelle, et donc parler un petit peu de ce livre tout à l'heure. Alors, pour lutter finalement contre les biais cognitifs, réduire leur impact négatif, je vous propose 4 outils. Malheureusement, il nous reste 12 minutes pour finir la présentation, donc je ne peux pas rentrer trop dans le détail. Mais globalement, le premier outil, ça consiste à distinguer les situations qui sont simples, compliquées et complexes. Simple, c'est tout ce qui est l'excellence opérationnelle. On fixe des objectifs, on contrôle le résultat, il faut courir le plus vite possible. Et ça, on peut le faire en position, je dirais, command and control, autorité, etc. Il n'y a pas trop de problème. Ensuite, on a les situations compliquées qui sont liées à votre expertise métier. Quand on traite un sujet technique compliqué, avec du temps et l'expertise, on va trouver une solution qui est proche de la certitude. Et éventuellement, on peut chercher un consensus avec 2, 3 autres experts et ça va aller. Donc, on peut presque réfléchir tout seul dans son bureau. Et puis, on a les situations complexes où là, il faut mettre en synergie plusieurs expertises qui sont différentes. Marketing, finance, technologie, production, opération, etc. Ou par exemple, dans la conception d'un avion, eh bien, on a des ailes, donc on a besoin d'un expert de l'aérodynamique. On a le moteur, expert moteur, on a le cockpit, le pilote, la météo, mais on a aussi le logiciel anti-décrochage. Et donc, si on fait une mauvaise combinaison de toutes ces expertises, eh bien, félicitations, vous venez de concevoir le Boeing 737 MAX. La conception d'un avion, c'est complexe. Et donc, si on veut lutter, réduire l'impact des biais cognitifs, on a besoin d'utiliser le management de l'intelligence collective. Donc, dans le simple, je peux faire du command and control. Dans le compliqué, je peux réfléchir tout seul dans mon bureau. Mais dans le complexe, nouvelle stratégie, développement de performance, conception de quelque chose comme un avion, là, il vaut mieux mobiliser l'intelligence collective pour réduire les risques dans la prise de décision, en particulier à cause des biais cognitifs. Donc ça, c'est le premier outil. Le deuxième, c'est l'approche holistique et systémique. Quand on a parlé de complexité, donc on doit mettre en synergie différentes expertises. L'approche holistique, ça consiste tout simplement à essayer d'identifier quelles sont toutes les expertises qui sont impactées par le sujet que je dois traiter. Et la systémie, c'est l'étude des interactions. Donc, quelles sont les interactions justement entre les moteurs, l'aile, le cockpit et le logiciel anti-décrochage. Voilà. Et donc, ça, ce sont des analyses à faire en amont et en aval des prises de décision. Le troisième outil, c'est ce dont vous parlait Claude, c'est tout simplement que quand on est dans une situation complexe, bien, il est préférable de co-construire plutôt que de réfléchir tout seul dans son bureau. Et la co-construction, elle se fait avec qui? Elle se fait avec ceux qui ont le pouvoir, le diplôme, le statut, l'ancienneté, donc ceux qui sont au sommet de la tour d'ivoire, ou est-ce qu'on le fait avec ceux qui vont exécuter ou qui seront impactés? Donc, il faut sortir de cette confusion entre le comité de direction, qui est un lieu de prise de décision, et le comité de direction, qui n'est pas un lieu de conception de la décision. La conception de la décision, c'est avec ceux qui vont exécuter ou qui seront impactés. Et ensuite, on a la direction pour la prise de décision. Le troisième outil, c'est que le chef parle toujours en dernier dans les réunions de résolution de problèmes. Sinon, on active le biais d'autorité qui consiste à penser que les idées du chef ont plus de valeur que celles de ses collaborateurs. Donc voilà les 4 outils qui vont permettre de réduire l'impact des biais cognitifs dans la prise de décision.
Alors, pour comprendre l'enjeu, eh bien, il faut considérer que quand je suis, donc on a les situations simples, compliquées et complexes, il faut considérer qu'au début d'une réunion, sur un sujet complexe, la conception d'un avion, eh bien, la norme est l'irrationalité du fait de ces 188 biais cognitifs. Et l'exception, c'est la rationalité. Alors, quand je suis tout seul dans mon bureau à réfléchir sur un sujet compliqué, technique, métier, ou en train de fixer un objectif, etc., la norme, c'est la rationalité. Voilà. Donc, si on considère que la norme est l'irrationalité quand on démarre une réunion sur un sujet complexe, on va avoir plus de chances de s'en sortir. Finalement, notre décideur ressemble un petit peu à une brebis qui doit faire face à ses biais cognitifs et surtout à ceux de son entourage. Et la question, c'est quelle est l'épaisseur du mur qu'il y a entre moi et mes biais cognitifs? Plus je mets en œuvre les 4 outils que je viens de vous présenter, et plus eh bien, le mur est épais. Et moins vous mettez en œuvre ces outils, plus le mur aura l'épaisseur du papier à cigarette. Imaginez que vous démarrez une réunion, chacun ayant, avec 10 personnes, chacun ayant 188 biais cognitifs. Au début de la réunion, le groupe nage dans une piscine de 1880 biais cognitifs qui ne demandent qu'à vous pousser vers des décisions irrationnelles. Alors, faire bien attention, on parle beaucoup de consensus, il faut avoir le consensus pour prendre des bonnes décisions, et je dis non. Dans une situation compliquée, effectivement, si vous sortez de votre bureau et que vous n'allez pas vérifier auprès de 2 ou 3 experts que la solution que vous avez pondue tout seul est la bonne, donc si vous n'essayez pas de chercher un consensus sur un problème technique métier, là, vous êtes peut-être en danger. Mais dans le complexe, on ne cherche absolument pas le consensus, on cherche l'intuition. Dans les situations complexes, quand on obtient un consensus dans une tour d'ivoire après avoir nagé pendant 2 heures dans une piscine de 1880 biais cognitifs, eh bien, on va sur le chemin d'une décision irrationnelle. Donc, ce qu'on souhaite, nous, dans le complexe, c'est la co-construction, c'est-à-dire au début de la réunion, faire émerger des intuitions individuelles qui, au fur et à mesure de la réunion, vont devenir une intuition collective sur une solution qui n'était dans la tête de personne au début de la réunion. Donc c'est tout l'inverse d'un mur de post-it, de la décision par consentement, des objections, du ping-pong verbal, où à la fin de la réunion, vous décollez un post-it. C'est-à-dire que vous décollez une idée qui était dans la tête de quelqu'un au début de la réunion. Pour savoir si vous avez co-construit, c'est très simple. Est-ce qu'à la fin de la réunion, vous avez pris l'idée de quelqu'un qui était au début de la réunion, ou est-ce que vous prenez une idée qui n'était dans la tête de personne au début de la réunion? Donc la co-construction, c'est finalement l'hybridation. Dans le complexe, c'est pas du consensus, c'est pas de la négo, je te donne ça, tu me donnes ça, c'est pas du compromis, on coupe la poire en deux. L'hybridation, c'est prendre une décision qui contient un bout de l'ADN de chacun, un bout de l'ADN de l'expert moteur, de l'expert aérodynamique, de l'expert cockpit et aussi de l'expert logiciel anti-décrochage. Le chef parle toujours en dernier, sans rigoler, j'ai cru que c'était quelque chose qui allait être super simple. Vous voyez, le chef parle en dernier, ça y est, vous êtes formé. Et en fait, c'est une vraie révolution managériale, au point que j'ai dû écrire un bouquin de 60 pages pour expliquer pourquoi et comment on fait pour parler en dernier. Je vais vous donner quelques éléments maintenant et très rapidement. Donc, dans un contexte non hiérarchique, vous êtes au pub avec vos amis en train de boire de la bière, vous êtes dans une association, vous parlez quand vous voulez et tout le monde parle quand il veut. Dans un contexte hiérarchique, ça dépend. Est-ce que vous êtes dans une réunion d'information, de coordination sur des tâches, dans un entretien individuel? Si c'est le cas, alors le chef parle quand il veut et l'équipe aussi. Par contre, dans la résolution de problèmes compliqués ou complexes, il vaudrait mieux que le chef parle toujours en dernier. Si vous parlez en premier, mes chers collaborateurs, écoutez, nous sommes réunis aujourd'hui parce que nous avons un énorme problème à régler et je pense que cette solution serait absolument géniale. Qu'en pensez-vous? Ah, au fait, rappelez-moi, c'est bien la semaine prochaine que je fais votre évaluation? Ah oui, pardon, oui. Alors maintenant, exprimez-vous librement.
Alors, bien entendu, vous n'allez pas tomber dans le piège du faillotage, mais tout le monde a quand même une petite idée de la solution au problème. Et imaginez qu'un collaborateur, pendant la réunion, sorte une solution qui est exactement l'inverse de ce que vous alliez annoncer à la fin de la réunion. Mon cher collaborateur, écoute, ton idée, que dis-je, mon ami, ton idée est absolument géniale, mais c'est pas du tout comme ça qu'il faut prendre le problème. Et vous risquez peut-être même de tomber dans la pensée balistique qui consiste à tirer sur toutes les idées qui sont différentes de celles que vous allez annoncer à la fin de la réunion. Toute ressemblance avec des faits serait tout à fait probable. Donc, si on veut écouter, réellement écouter, il faut parler en dernier. Le problème, c'est que écouter consiste à se taire alors qu'on voudrait parler. Se taire alors qu'on voudrait parler. Est-ce que vous sentez la douleur qui envahit votre corps? Parce que se taire quand on n'a rien à dire n'est malheureusement pas une compétence. Alors comme c'est très dur de se taire alors qu'on voudrait parler, on ne peut pas trop miser sur des savoir-être. Il vaut mieux utiliser le savoir-faire qui s'appelle par exemple le tour de table. Et quand ce n'est pas votre tour de parler, eh bien vous vous taisez. Petite question pour vous aider à prendre du recul. À quel moment parlez-vous dans les réunions de résolution de problèmes compliqués ou complexes? Et surtout, quand parle votre chef quand vous êtes dans les réunions? Claude, c'est à toi. OK, très rapidement, hein, au bout de la ligne. Merci beaucoup, Olivier. J'aime bien ton accent français déguisé. Je ne pensais pas que tu avais un autre accent. En guise de conclusion, très rapidement, je voudrais vous parler juste un petit peu de ChatGPT. S'il y en a d'entre vous qui n'ont déjà entendu parler de ChatGPT, là. Est-ce qu'il y a des mains qui s'élèvent, Olivier? Oui, il y en a, il y en a. OK. Je choisis une personne au hasard. Je voudrais juste savoir ce dont elle a entendu parler rapidement. Alors, Fanny Pennec. Le micro? Non? J'ai pris au hasard, hein. Vas-y, OK. vas-y, c'est parti. OK. Juste pour savoir ce que vous avez Bon. compris de tout ça, de ce fameux chat GPT. Ou Vincent Dupré. OK, vas-y, Vincent. Bonjour. Bonjour, Vincent. Vincent, rebonjour. Non, je lis vos blogs Twitter, donc forcément j'en ai entendu parler. Cette intelligence artificielle elle va s'avérer très utile pour accompagner tout un tas de comportements professionnels à condition d'être utilisés intelligemment, c'est-à-dire en complément. C'est ce que j'ai plutôt essayé de retenir et de comprendre. En tout cas, là, c'est présent, ça existe, c'est l'avenir, faisons avec le mieux possible. C'est ça. Merci beaucoup, Vincent. Ben, c'est un peu ça. Ici, il en parle tous les jours, hein. Il y a quelqu'un qui parle de ça. Aux États-Unis, l'État de New York ont interdit l'utilisation de ChatGPT par les étudiants. Mais quand tu vas aux toilettes, tu as ton iPhone, tu es capable de l'utiliser. Il y a le lien qui est en bas, là. Et même en France, Farid nous disait tantôt qu'il y avait une école qui avait interdit ça. Mais regarde, moi, je considère ça comme pas juste moi, là, beaucoup de personnes, c'est une innovation de rupture. En tout cas, au niveau de l'éducation, si tu es un professeur ou un formateur comme moi, puis au bout de la ligne, puis ici, puis tu as beaucoup de savoir-faire que tu partages avec des étudiants. Des fois, tu demandes des lectures. Il y a des professeurs qui demandent faites-nous le résumé de votre lecture. Mais regardez, j'ai juste à aller voir ChatGPT, puis en 2 secondes, il va te donner le résumé de la lecture. Si c'est un livre que ChatGPT, il fait partie des millions de livres que ChatGPT à consulter, hein. Donc, quelque part, c'est pas l'idée, il faut que j'empêche ça. Il existe, puis les gens vont l'utiliser. Il faut juste trouver comment on va le mettre en complémentarité. Fait que moi, j'ai posé 2 questions à ChatGPT là-dessus. Hein. Première question, j'ai dit, est-ce que c'est une bonne idée d'utiliser ChatGPT, un peu comme tu l'as dit, Vincent, tantôt, comme complément à l'intelligence collective, comme si, bon, il y a quelqu'un, en fin de compte, qui a lu des millions de pages, puis je lui demande son opinion pour pouvoir, en fin de compte, contribuer à l'intelligence collective, hein. Donc, un nouveau joueur, hein, une intelligence artificielle, un nouveau joueur. Mais lui, il me dit, ah oui, ben, c'est sûr, c'est une bonne idée. Sauf qu'il me dit, il faut que tu comprennes que moi aussi, je suis biaisé.
Ah, t'es biaisé, toi? Ben oui, je suis biaisé. Donc, avant, en fin de compte, d'écouter ce que j'ai à dire, tu devrais peut-être comprendre vers quoi, c'est d'où ça vient. C'est parce que je suis biaisé moi aussi. Parce que j'ai été programmé par quelqu'un, n'importe quel livre que quelqu'un écrit, n'importe quel livre que quelqu'un lit, quelque part, il y a des biais cognitifs. Fait que j'y ai été un petit peu plus loin. J'ai demandé. D'après toi, c'est sûr que tu as été influencé dans ta programmation initiale. D'après toi, c'est quoi les biais cognitifs, en fin de compte, qui te touchent le plus? Ah, il y a un paquet de choses que je peux voir là-dedans, mais il y en a deux, entre autres. Biais de confirmation de la croyance, parce qu'une personne qui va écrire un livre sur Myers-Briggs ou sur la méthode agile d'une telle ou d'autres choses, au bout de la ligne, il est en train de te dire que c'est très bien, ben, c'est parce qu'il y croit, là. Hein? Donc, la confirmation, c'est ce que tu retrouves sur ce que tous les gens écrivent, grosso modo. Et aussi, ben, beaucoup. Actuellement, c'est à des pessimistes et des optimistes. Normalement, les gens qui écrivent, ils ont déjà au moins décidé de faire quelque chose. Hein. Donc, l'optimisme biaisé ou l'excès de confiance. Donc, quelque part, il était capable de reconnaître ça. Fait que, avant d'aller laisser les derniers mots à Confucius, je pense que, parce que Olivier s'est penché sur l'intelligence artificielle au niveau de la prise de décision, puis est-ce que tu pourrais nous en parler un peu? Oui, juste Oui, vas-y. ouais, en deux mots, auquel le chat GPT, l'intelligence artificielle, est biaisé en fait par les données qui alimentent son algorithme, mais l'intelligence artificielle peut aussi nous biaiser nous-mêmes. Imaginez, vous êtes radiologue. Vous avez un logiciel d'IA qui vous dit statistiquement, voilà, vous injectez une radio, il vous dit, non, là, il y a peu de chances qu'il y ait un cancer. Ou, ah oui, là, il y a fortement des risques qu'il y ait un cancer. La question, c'est, si moi, je pense que l'IA est quelque chose d'hyper puissant, ou au contraire, je pense que bah, c'est un truc, c'est un peu, voilà, c'est un peu biaisé, c'est un peu, voilà. Donc, si je regarde d'abord la réponse de l'intelligence artificielle et que l'intelligence artificielle me dit non, non, il n'y a pas de cancer. S'il y a, il risque un biais d'autorité. Si je pense que l'IA est super puissante, je vais me dire oh là là, elle dit qu'il n'y a pas de cancer, donc je vais regarder rapidement la radio. Inversement, si je pense que l'IA, c'est pas un truc Parfait. très fiable, je vais pas en tenir vraiment compte. Mais donc, en fait, l'IA va me biaiser dans le sens où elle peut me dire non, non, il n'y a pas de cancer. Et au lieu de regarder avec le même professionnalisme, avec la même attention cette radio, je vais être influencé par la réponse qui m'a été donnée par l'IA. Donc, le conseil que moi je peux vous donner par rapport à vos devoirs et le chat GPT que vous allez regarder dans les toilettes, puisque bientôt ça sera interdit partout, c'est attention de ne pas débrancher votre cerveau. Hein. Commencez par réfléchir et ensuite aller sur l'IA pour vérifier que, voilà, pour peaufiner votre réflexion et passer dans l'intelligence augmentée, donc votre intelligence augmentée par ChatGPT, plutôt que l'intelligence superficielle. J'ai demandé à ChatGPT de faire le travail à ma place. Claude, tu as la parole. Parfait, merci. Mais on va rapidement vers la conclusion. Juste Confucius, hein, je ne sais pas combien qu'il y a de citations de Confucius, il y en a au moins une centaine, mais au bout de la ligne, lui, il parle de tous les hommes. Là. Donc, Confucius, il a l'air un préjugé sur tous les hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, Confucius, il a dit les hommes vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir et meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu. Hein? Donc, j'ai demandé, moi, à ChatGPT, qu'est-ce que tu penses de ça? Hein? Ben, il dit, ben, c'est selon Confucius, les êtres humains, ce sont des biais cognitifs ambulants. Parce qu'il dit, donc, les gens, tous les gens, donc c'est un biais cognitif quand même, là. Tous les gens ont tendance à ne pas apprécier la vie qu'ils ont et à ne pas penser aux conséquences de leurs actions sur leur avenir. Hein. On le voit avec le changement climatique, hein, à Davos ou un peu ailleurs. Puis, et les gens ne réfléchissent pas aux leçons qu'ils ont apprises dans le passé. Hein. Fait que, tout simplement, c'est ce Confucius, c'est le préjugé de Confucius. Confucius, il dit, ben, on est tous pareils, hein, on est tous comme ça. Hein. Donc, c'est un gros préjugé. Mais j'espère que la race humaine n'est pas comme ça. Elle est en train d'évoluer hein, pour faire face à son contexte en changement permanent. Fait qu'en guise de plénière, on va faire on est prêt pour les échanges. J'ai une dernière citation de Confucius qui résume, je crois, ce qu'on a essayé de vous expliquer, Olivier et moi.
C'est quand il est évident que ton objectif est inatteignable, il ne faut pas changer d'objectif. Change ta manière de l'atteindre. Et c'est de ça qu'on a parlé aujourd'hui. D'abord, l'objectif devient une cible mouvante. Donc, on apprend à bouger avec ton objectif. Mais quelque part, OK, la façon de faire, OK, dans le simple, dans le compliqué, ne fonctionnera pas au niveau du complexe, au niveau du VK. Donc, nous, on vous propose une façon, OK, d'atteindre ton objectif dans un environnement qui est complexe, qui est l'environnement que tous et toutes d'entre nous vivons aujourd'hui dans ce monde en changement constant. Fait que là, on vous demande vos conclusions à vous, tout simplement, des commentaires. Si vous avez des commentaires, juste levez la main, puis on va suivre ça. Moi, je vais sortir de la présentation parce que je ne vois pas personne. Puis après ça, on vous demande aussi, si vous avez des questions, de les mettre dans le chat. On va prendre 10-15 minutes pour répondre aux questions. C'est au fur et à mesure qui se présente, tout simplement. Nous avons exactement 22 minutes OK, parfait. pour répondre à vos questions. Donc, vous mettez vos questions dans la partie conversation. Et Claude, j'ai une question. Moi, j'ai une question à te poser, Claude. OK. Pendant que nos amis posent des questions ou font des réactions, questions ou réactions dans la conversation, Claude, j'ai une question à te poser. Est-ce OK. que nous allons, oui ou non, sondage, hein, est-ce que nous allons, oui ou non, répondre aux questions biaisées? C'est ça. Ça, c'est quelque part, c'est une démonstration de l'humour biaisé de monsieur Zara. OK? Donc, c'est sûr que toutes les questions sont biaisées. Hein, toutes les questions. Et souvent, moi, je me rappelle, souvent, quand on a dans des rencontres, puis que les gens posent des questions, au bout de la ligne, ne pensez-vous pas que, ben ça, c'est pas une question, ça. C'est une affirmation de ce que cette personne-là veut dire. OK? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de questions qui sont déguisées, en fin de compte, en je sais déjà la réponse. Fait qu'on peut regarder. Merci pour vos remerciements, entre autres. Va-t-on pouvoir télécharger le PowerPoint? Bien, en fin de compte, vous allez avoir la version PDF. Tout simplement, la demander vous avez l'adresse de Fargate, la demander à Fargate, puis il va l'envoyer à ceux qui l'ont demandé. OK? C'est la façon de faire. OK? Avec, oui, vous allez avoir au moins le PDF pour vous rappeler l'heure merveilleuse qu'on a passée ensemble. Une autre question aussi, comment détecter si j'ai pris une décision beaucoup ou peu biaisée? Ben, est-ce que tu l'as pris tout seul dans ton coin ou est-ce que tu as consulté un peu avant de prendre ta décision? Est-ce que tu t'es assuré que tu avais de la bonne compréhension de l'objet de ta prise de décision? Vous savez, dans les entreprises, moi, je leur fais faire une mesure de leur environnement VICA. Et je me rends compte que, donc, on le fait une fois avec mon épouse, 19 dirigeants dans la même entreprise. C'est mesurer, en fin de compte, de 1 à 6, le niveau de volatilité, le niveau de c'est d'ambiguïté, les 4 niveaux, incertitude, complexité. Et à la fin, j'ai demandé aux gens, c'est OK, regardez à droite et à gauche, en fin de compte, vous avez les mêmes résultats. Et levez la main si vous n'avez pas les mêmes résultats. Tout le monde a levé la main. Fait que donc, le premier biais cognitif qu'on prend une décision tout seul, c'est qu'on pense que les gens pensent la même chose que nous. Hein? On pense que les gens pensent la même chose que nous. Et c'est archi faux. Dans une même entreprise avec des gens ça fait 15 ans qu'ils travaillent ensemble, tu fais juste leur demander s'ils ont la même vision du marché. Ils ne parlent même pas de la même chose. Mais quelque part, c'est avant de prendre une décision qui va impacter plusieurs personnes, quelque part, ce serait peut-être mieux de voir, en fin de compte, ce que ces personnes-là voient, que tu ne vois peut-être pas dans ta décision. Je ne sais pas si tu pourrais rajouter, Olivier, là-dessus. Oui, Oui. Claude, je vais compléter, mais avant ça, je voudrais te partager un sondage. 98% des Français pensent que tu devrais remettre ta caméra. OK, parfait. Et après, je complète ta réponse. C'est un sondage lancé par Cyril. Enfin, c'est lui qui nous a donné les résultats du sondage. Okay. Donc, moi, juste là-dessus, sur comment détecter si j'ai pris une décision beaucoup ou un peu biaisée, nous n'avons aucune conscience de nos biais cognitifs. Nous avons les 188 biais cognitifs en permanence, mais nous n'allons pas activer les mêmes selon notre personnalité, notre culture, le contexte, la nature de la décision qu'on doit prendre. Donc, par exemple, le biais de négativité, si on est dans une situation de stress, de machin, etc., puis qu'on a une personnalité anxieuse, bah, on a plus de chances de déclencher ce biais. Ça, c'est la première partie de la réponse. Donc, la deuxième partie de la réponse, c'est ma petite diapo où je dis qu'il faut considérer que sur un sujet complexe, la norme, c'est l'irrationalité. Et que donc, on ne peut pas se permettre, la norme étant l'irrationalité, de réfléchir tout seul sur un biais, sur un sujet complexe ou de se mettre en mode comité de direction, tour d'ivoire. Donc, on ne peut pas détecter
on peut juste gérer les risques décisionnels en se disant, c'est simple, je peux le faire tout seul dans mon bureau, c'est compliqué, je fais tout seul dans mon bureau, mais je vais chercher un peu de consensus à gauche ou à droite. C'est complexe, alors là, il vaut mieux pas être tout seul dans son bureau, il faut mettre en synergie, il ne faut pas juxtaposer comme des murs de post-it, il faut hybrider. OK. Les mêmes questions, une question alentour de ça, que je parle de la question de Nathalie Gogo. Elle disait comment faire émerger la bonne intuition? Bien, ça va dans le même sens que ta réponse, Olivier. Pour moi, pour faire émerger la bonne intuition, c'est j'ai la bonne intuition si j'ai une bonne compréhension de mon environnement, hein, du contexte. Fait que pour faire émerger la bonne intuition, je suis mieux d'aller valider mon intuition du contexte, hein. Donc, elle va être bonne en autant que je vois la réalité telle qu'elle est. Puis dans un monde complexe, j'ai besoin, en fin de compte, j'ai besoin du support des autres. Parce que ce qui est imprévisible pour moi, n'est peut-être pas pour quelqu'un d'autre. Je vais juste compléter, Claude, Vas-y. pour Nathalie. Pour faire émerger la bonne intuition, donc je complète ce que dit Claude, il faut des processus. Voilà. Et en particulier sur la diapo, on a mis le mot codev. Co-développement, c'est co-développement de décision. C'est un processus en 5 étapes. Justement, c'est ce sur quoi j'interviens, sur lequel je suis intervenu en juillet de l'an dernier. Voilà, il faut des méthodologies d'animation de réunion. C'est pas le mur de post-it, c'est pas le ping-pong verbal. C'est des processus dans lesquels on se pose des questions, on prépare en amont, etc. Voilà, il y a des savoir-faire, tout comme dans toute la boîte à outils de l'excellence opérationnelle, du lean management, de la gestion de projet, il y a des savoir-faire. Pour faire émerger l'intuition, il faut du savoir-faire. Mais on n'a Parfait. pas le temps de rentrer dans le détail là pour ça. Parfait, exactement. C'est ça, c'est utiliser des techniques pour pouvoir apporter le co-développement, hein, qu'on entend parler de plus en plus. On n'est pas les seuls à avoir ça. Je veux référer à François Vittori, qui a résumé beaucoup, hein, la carte et le territoire. Donc, c'est un postulat de la PNL. Le premier postulat, la carte n'est pas le territoire. Ça fait qu'au bout de la ligne, si tu veux voir le territoire, tu es mieux, en fin de compte, de partager ta carte, hein, au bout de la ligne. Aussi, juste pour revenir sur François, parce qu'il se payait ma gueule, là, il disait tous les Canadiens portent des chemises à carreaux. Donc, tu as une chemise. C'est pas nécessairement. Mais là, il y a une nouvelle mode maintenant au Québec, c'est la chemise, mais à carreaux ou pas à carreaux, mais pas de poche. Puis là, je trouve ça vraiment, vraiment merdique comme mode, OK? Mais non, c'est pas tous les Canadiens qui portent la chemise à carreaux, comme c'est pas tous les Canadiens qui dorment dans des igloos, hein? Puis non, la ville de Montréal n'est pas une ville souterraine en hiver, hein? Tout ça, c'est faux. Merci. La prise de décision aussi, j'ai... Attends, il y a un truc de Caroline OK, à vas-y. 18h10. OK, OK. Tu veux que je le fasse Je le cherche 18h10, Caroline. Ah, OK, Caroline, bon oui, bonjour Caroline. OK, la notion de mémoire, elle dit, elle crée des biais cognitifs. Bonjour. Bonjour Caroline, ça va bien? Oui. Elle crée des biais cognitifs, mais ne pas en avoir crée aussi des systémisations de résolution de problèmes adéquates. Exemple, c'est ce que dit, quand les retours d'expérience ne sont pas utilisés, mais c'est sûr. Je te laisse répondre par rapport à cette histoire-là. C'est sûr qu'on a une mémoire CPI. Notre mémoire est sélective. Hein, sélectif. Ça fait qu'il faut juste voir si c'est sélectif correctement dans un contexte donné. Moi, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Olivier. Non, je n'ai pas à rajouter là-dessus, en fait. Dans le fond, En fait, on a la mémoire qu'on veut bien avoir. Je me souviens déjà plus de la question, en fait. OK, il n'y avait pas de question, désolée. c'est un commentaire de Caroline. C'était un commentaire. Oui, non, c'était aussi une question parce que je me demandais si du coup, il y avait un moyen de déterminer si on était sur la bonne mémoire quand on travaillait. C'est complexe, j'entends ce que je dis, hein, mais Ok, entre... Oui, pardon. ce que je peux répondre à ça, c'est que Absolument. dans les savoir-faire de la co-construction et de l'hybridation, il y a un certain nombre de règles. La première, c'est de distribuer la parole. Pour ça qu'on a parlé de tour de table, d'écouter, savoir se taire alors qu'on voudrait parler. Donc, il faut distribuer la parole. Il faut que tout le monde écoute tout le monde. Il faut que le chef parle en dernier. Et surtout, il faut de la diversité. Et donc, quand on crée cette diversité, c'est-à-dire quand on n'a pas une armée de clones, c'est-à-dire de gens qui ont le même pouvoir, le même statut, le même diplôme, la même taille ou je ne sais pas quoi, quand on crée cette diversité, on n'a plus à se soucier de ça. Le processus du co-développement, la distribution de la parole, le fait que tout le monde écoute tout le monde, le chef parle en dernier,
la diversité de personnes, mettre autour de la table ceux qui vont exécuter ou qui seront impactés, pas ceux qui ont le diplôme, le pouvoir ou l'ancienneté. Quand on fait tout ça, on crée les conditions pour diminuer l'impact des biais cognitifs. Donc ce sont les savoir-faire, c'est un ensemble de savoir-faire qui va nous mettre en condition de limiter les risques décisionnels. Donc on ne peut pas se dire j'apprends par cœur les 188 définitions ou tiens, il faut que je lutte contre tel biais. Non, on n'a aucune conscience de nos biais, aucune. Donc comme on n'en a aucune conscience, alors on est fort pour voir les biais des autres par contre, mais on n'en a aucune conscience, donc il faut des savoir-faire. Et quand on met en place les savoir-faire, on limite, hein, on ne supprime pas, on limite l'impact. OK. D'accord, Et merci. pour rebondir là-dessus, ça avait l'air pas mal la dernière question. Après ça, il y a une confirmation de Gilles Lalonde. Je vais revenir là-dessus. Mais par rapport à justement le savoir-faire, hein, c'est entre autres, il y a un petit peu de savoir-être avec tout ça. Donc, si je mesure 1,80 m, que je suis un mâle, hein, puis que je suis le PDG, je pense que lorsqu'il y a une petite femme qui n'est pas nécessairement blanche, puis qui mesure 1,30 m, je pense que c'est mon savoir-faire, hein, c'est savoir me fermer puis l'écouter parce qu'elle a des choses importantes à me dire. Hein, ça veut que, peut-être qu'on aurait moins de merde dans le monde. En passant, Gilles, c'est probablement Gilles Lalonde là, qui était là. Gilles dit faux, je n'ai pas de chemise à carreaux. Il est peut-être en pyjama en passant, ça veut que je ne sais pas. Fait que moi, c'est. On a Abdou aussi là. On a une. Oui, on vas-y. a ouais, si tu veux, Vas-y. Alors, on a Abdou qui nous dit la prise de décision est complexe. Les outils sont-ils tous adaptés à tout le monde? N'apportent-ils pas de biais? Non, tous les outils ne sont pas adaptés. Le mur de post-it n'est pas adapté. Le ping-pong verbal n'est pas adapté. Le ping-pong verbal, je coupe la parole, je monopolise la parole, je me bats pour prendre la parole, je me bats pour garder la parole. Le chef parle en premier, le chef parle pendant la réunion. Donc, il y a une boîte à outils. Je vous ai proposé 4 outils tout à l'heure. Donc, il y a une boîte. Bon, ce n'est pas l'ensemble des outils, mais je vous en ai présenté au moins 4 qui sont très importants. Adapter son mode de management en fonction de la situation simple, compliquée, complexe, co-construire, le chef parle en dernier, l'analyse holistique, systémique, etc. On a parlé du codev. Donc, les outils de cette boîte à outils ont été conçus pour faire que, étant donné qu'autour de la table, si on a vraiment créé une diversité, comme on a tous des biais différents, eh bien, en distribuant la parole, en faisant que tout le monde écoute tout le monde, eh bien, et en se donnant le temps aussi, parce que dans le complexe, il faut se donner le temps, eh bien, au fur et à mesure, c'est pour ça que je disais, au démarrage de la réunion, il y a une intuition individuelle, et au fur et à mesure où on avance dans la réunion, émerge une intuition collective, et à la fin de la réunion, si vous voulez vraiment savoir si vous avez lutté contre les biais, eh bien, la décision qui est prise, la solution qui est adoptée, n'était dans la tête de personne au début de la réunion. Si vous avez hybridé, qu'il y a un bout de l'ADN de chacun des participants dans la solution qui a émergé, alors vous avez probablement limité l'impact des biais cognitifs. Voilà un indicateur très simple pour savoir si vous avez bien conduit votre réunion ou pas. Parfait. On va arrêter là, je pense, pour l'instant. Au niveau, il y avait une réponse. Il y avait Astrid qui avait une question. Le fait de prendre toujours le décider, OK. Juste, en fin de compte, nous, on a quelque chose pour valider notre intuition de comment ça s'est passé. Est-ce que c'est une bonne intuition ou pas une bonne intuition? Donc, on a un dernier petit sondage à vous faire remplir pour terminer la réunion. Puis après ça, bien, merci beaucoup, en fin de compte, de toute l'attention que vous avez portée à cette rencontre-là. Puis aussi, on espère que vous en avez tiré le maximum. Fait que Olivier vient de mettre le sondage en ligne. Donc, dernier petit sondage pour vous. Pour mes étudiants, c'est une porte du bonheur. Hein? Donc, on vous demande de remplir votre porte du bonheur. Alors, il y en a quand même qui ont dit merci et sont partis. Ils ont été. C'est ça. Donc, ceux qui restent, tout simplement, de nous dire, répondre A, B ou C, hein, pour confirmer ou infirmer notre intuition de comment ça s'est passé. Et puis, comme il y a Gilles qui est en ligne, et s'il veut se connecter, s'il veut mettre la caméra, bien, nous dire un petit mot, ce sera avec plaisir. Certainement. Elle est quelle heure, là, au Québec? C'est le matin, non?
Là, Là, c'est midi 22. Midi 22. à midi. Bonjour, Gilles. Bonjour, Gilles. Mais Gilles, il n'y a peut-être pas une chemise à carreaux, mais comme tous les Québécois, il est dépeigné. Non, c'est parce que moi, je viens de faire l'exercice, je suis dans un gymnase. OK, parfait. Comme tous les Québécois, on va tous au gymnase. C'est là où il y a le chauffage. Hein. C'est ça, exactement. Le gymnase d'hôpital, je suis venu ici faire de la réadaptation un peu. Là. Donc, j'avais oublié que j'avais ça ce matin parce que je voulais vraiment écouter l'entièreté de votre présentation, mais j'ai juste capté dans les 20 dernières minutes quand Olivier parlait. Ce qui est intéressant pour ceux qui ont fait le cours avec moi du Kaizen, c'est-à-dire le groupe de camp, c'est exactement en ligne avec ce qu'on a discuté dans l'approche Kaizen. Parfait, ben oui, beaucoup de co-développement là. Parfait. Merci. L'intuition. Est-ce que tu as des résultats, Olivier, à partager ou on garde ça secret parce que ça ne fait pas notre affaire? Olivier? Ton micro, il est coupé, Olivier. OK. Il faut activer ton micro. Non, j'avais coupé mon micro, oui, j'ai dit, t'as raison. S'ils sont bons, on les donne. S'ils sont pas bons, on les donne pas. Ça. Ou on ment à frottement. Je peux mentir, après tout, il n'y a que moi qui vois les résultats. Ben oui, beau salaud, c'est ça, vas-y. Ah, non. Mais là, on est en plein biais. Hein. Ah, oui. Non, attends, là, je peux pas le partager. Ah, si, allez, je vais le partager quand même, sinon on va pas me croire. Hein? Je vais partager le résultat. Voilà. Faisant fois 25 réponses, donc 70% sont très heureux, 28% sont heureux et on n'a pas de « je suis content, c'est enfin terminé ». Probablement parce qu'ils ont déjà quitté. C'est ça, ils sont déjà partis. Ben, merci beaucoup tout le monde. Ça fait plaisir de te revoir la bête. Merci à tous. On a eu quand même, je crois, 67 Merci personnes qui ont suivi la conférence. C'est excellent. J'ai répondu à quelques questions mail pour les personnes qui me demandaient pour la présentation. Donc, bien sûr, je vais l'envoyer à ceux qui font la demande. Hein, donc, la présentation PowerPoint. Voilà. Et puis, merci à vous. On a respecté le temps. Hein, puis, j'espère que la prochaine fois, ça se fera en présentiel. Hein, on se débrouillera pour que tout le monde soit présent sur site l'année prochaine. Oui, vous êtes tous invités au Québec. Ah oui. C'est beau. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Merci. Merci à tous. Merci, là. Merci, bye-bye. Hum. On va attendre. Merci, bonjour.